The song of a crow is a cry. Some say the cry of a crow is a lie. En 2003, Henrik Swesmark et Nigel Calder ont publié un livre dont le titre est The Chilling Stars, qui pourrait être traduit par Les étoiles refroidissantes, dans lequel ils décrivaient comment les variations des rayons cosmiques modifient la couverture nuageuse et, conséquence directe, l'importance de l'impact sur la variation climatique, ce qui lui permettait de déclarer que l'influence humaine avait été exagérée. Henrik Swesmark a mené des expériences pour vérifier son mécanisme pendant plus de 4 ans. Et en 2005, avec son équipe du Danish National Space Center, il en publia naturellement les résultats au comité de lecture de plusieurs revues scientifiques. Et bien évidemment, l'article fut refusé. Mais après un combat acharné, ces résultats furent publiés 16 mois après dans les actes de la Royal Society, sous le nom de « Preuve expérimentale du rôle des ions dans la nucléation des particules sous conditions atmosphériques ». Cette expérience, qui consistait à recréer ce qui se passe dans l'atmosphère, a permis de comprendre comment le Soleil influe sur le climat, comment il module la quantité de rayonnement cosmique qui atteint la Terre, comment ces rayons en contrôlent la quantité d'ionisation, et comment, à son tour, l'ionisation contrôle le climat par le biais de la couverture nuageuse de basse altitude. Les relevés statistiques montrent que l'activité magnétique du Soleil a doublé depuis une centaine d'années. Cette période correspond aussi à l'activité industrielle mondiale. Ces deux éléments, s'ils n'ont pas de lien de cause à effet, sont concomitants et ont tous les deux un impact sur le réchauffement climatique. En effet, plus l'activité du champ magnétique du Soleil est intense, moins le rayonnement cosmique des supernovas est intense, moins la couverture nuageuse est grande et plus le climat se réchauffe. Par contre, à l'inverse, moins l'activité du champ magnétique du Soleil est intense, plus le rayonnement cosmique des supernovas est intense, plus la couverture nuageuse est grande et plus le climat se refroidit. En résumé, l'intensité de la couverture nuageuse de l'atmosphère est inversement proportionnelle à l'activité du champ magnétique du Soleil, refroidissant ou réchauffant ainsi le climat sur la Terre. Alors ce qui paraît une évidence, car chacun de nous, en s'exposant au Soleil, a pu vérifier qu'au passage d'un nuage, l'air était plus frais. Alors pour dire les choses le plus simplement possible, il existe deux forces phénoménales en présence dans l'espace intersidéral, qui s'affrontent et viennent frapper la Terre à la vitesse de la lumière. Alors d'une part, le rayonnement magnétique du Soleil, et d'autre part, le rayonnement cosmique des supernovas. Plus l'un est fort, plus l'autre est faible, et réciproquement. Quand c'est le Soleil qui gagne, il y a moins de nuages, il fait plus chaud. Mais quand c'est les supernovas, il y a plus de nuages et il fait plus froid. Or, les rayons cosmiques des supernovas produisent des ions, et quand ils pénètrent l'atmosphère, ils modulent les aérosols, ces particules en majeure partie présentes dans l'atmosphère terrestre, de basse altitude, et favorisant la condensation des molécules de vapeur d'eau, formant la couverture nuageuse qui modifie le climat sur la Terre. Pendant les périodes de forte activité magnétique du Soleil,
les rayons cosmiques des supernovas ne pénètrent que très peu l'atmosphère, il y a donc peu de nuages et il fait donc plus chaud. Alors il était donc nécessaire de comprendre les variations de l'activité magnétique du Soleil. Mais alors quelle est l'influence de notre environnement galactique? La Voie lactée est une galaxie en spirale qui comporte 4 bras. Notre système solaire, partie intégrante à cette galaxie, tourne autour du centre de cette spirale. Et c'est à l'intérieur de chacun de ces bras que naissent et meurent les étoiles, et notamment les étoiles massives ou supernovas, dont la vie est assez courte, quelques centaines de millions d'années. Et quand elles meurent, elles explosent et émettent des rayons cosmiques. C'est donc quand notre système solaire traverse ces bras spiraux que la Terre reçoit le plus grand nombre de rayons cosmiques, générant des aérosols de condensation, formant ainsi plus de nuages et refroidissant le climat. Donc à chaque fois que la Terre entre dans l'un de ces bras, il faut s'attendre à un refroidissement du climat d'environ 5 à 10 degrés. J'ai toujours aimé la Voie lactée. J'aime sortir dans la nuit et admirer la merveilleuse galaxie dans laquelle nous nous trouvons. C'est là que nous vivons. Tout ça a une influence sur nous, sur le climat de la Terre. Et ça doit être pris en compte si on veut comprendre les variations climatiques du passé. Ce qui est le plus fascinant dans la Voie lactée, c'est qu'elle semble très éloignée de nous, alors qu'en fait elle ne l'est pas tellement. On en fait partie, et ce qui nous lie à la Voie lactée, c'est précisément le rayonnement cosmique. Le système solaire se déplace à travers les bras spiraux, et c'est dans cette région que se forment les nouvelles étoiles. Et parmi les nouvelles étoiles, il y a les étoiles massives qui ont une durée de vie assez courte et explosent en supernovae. Ça signifie que la Terre reçoit davantage de rayonnement cosmique quand elle se rapproche des bras spiraux. Si on regarde la Voie lactée d'en haut, on compte 4 bras spiraux, car elle fait partie des galaxies à bras spiraux. Nous-mêmes, nous sommes situés ici, sur un bras plus petit. Nous faisons le tour du Soleil en un an, mais tout le système solaire tourne autour de la Voie lactée en 250 millions d'années, ce qu'on appelle une année galactique. Ça signifie que tous les 150 millions d'années, quand on traverse un bras spiral, la température tombe de 5 à 10 degrés. Quand on est en dehors du bras, il fait plus chaud. Actuellement, nous sommes sur ce petit bras. Nous avons donc un climat plutôt froid. Quand on pénètre dans un bras spiral de la galaxie, un rayonnement cosmique plus intense atteint la Terre. Il y a plus d'ionisation atmosphérique, plus de noyaux de condensation de nuages, et donc plus de nuages de basse altitude. Ou, si on veut être plus précis, des nuages d'altitude plus blancs qui reflètent mieux le Soleil et refroidissent la Terre. Ainsi, quand nous entrons dans un bras spiral de la galaxie, nous devons nous attendre à une baisse des températures. 2 scientifiques, Jan Weiser à Ottawa et Nir Shaviv à l'Université de Jérusalem, ont mis leurs recherches en commun, car ils étaient arrivés au même constat en partant de l'étude de données différentes. C'est-à-dire une période chaude d'environ 150 millions d'années, puis une période froide. Les résultats obtenus par chacun des 2 scientifiques correspondaient aux périodes du voyage de la Terre entre les bras spiraux pour la période chaude et la traversée de ces bras pour la période froide. Une parfaite corrélation entre les variations de données cosmiques, astronomiques et climatiques, construites à partir des données géologiques. Alors sans entrer plus dans le détail de ces effets sur le climat, car ce n'est pas l'objet de ce chapitre, et je n'ai pas d'ailleurs les compétences pour en parler, force est de constater que la communauté scientifique commence à prendre en compte l'influence des aérosols sur la formation des nuages et l'impact induit sur le climat.
Et d'ailleurs, des articles commencent à apparaître, appelant à réfléchir sur cette nouvelle théorie. Le 8 janvier 2013, un article fut publié sur le site de la NASA, dont le lien s'affiche dans le bas de l'écran. Cet article, dont le titre est « Les variations du Soleil et le climat terrestre », a été écrit par l'organisation The National Research Council, relate les travaux de scientifiques sur l'influence des rayons cosmiques sur notre planète et son climat. Vous trouverez également un article sur Nir Shaviv expliquant les travaux sur ses recherches, sur les effets des rayons cosmiques et sur le climat. Une autre étude a été menée, dont les résultats ont été publiés en 2014, a permis d'établir une carte répartissant les aérosols sur 10 zones distinctes. Ces études sont aujourd'hui devenues possibles grâce à la mise en place de satellites qui nous permettent d'avoir une vision globale et une observation continue de notre planète. On a dit et répété que le Soleil n'était pas responsable du réchauffement qu'on constate depuis 20 ou 40 ans. Pourtant, si on étudie les données océaniques, on voit bien qu'il y a une corrélation forte entre la température et l'activité solaire. Vous voyez ici en bleu la température océanique jusqu'à une profondeur d'environ 50 mètres. Si on compare l'allure générale de cette courbe avec celle de la courbe rouge, la corrélation est évidente. Or, la courbe rouge représente la variation d'intensité du rayonnement cosmique durant la même période. Nous voyons donc que même aujourd'hui, c'est le Soleil qui domine l'évolution des températures. Il jouait ce rôle dans le passé, il le joue actuellement, et il continuera de le faire dans le futur.